bonsoir. Euh, donc, bienvenue sur le stream. Donc, je vais reprendre un peu où on en était, mais en tout premier lieu, je vais commencer par une annonce. Donc, le vendredi 11 octobre, il n'y aura pas de stream, je vous préviens à l'avance tout de suite parce que je le sais. Pourquoi je le sais? Parce que comme vous voyez s'afficher, il y a M-Expo, c'est chaque année. C'est au Mans depuis quelques années, et là ce sera le samedi 12 octobre, c'est à peu près toujours autour de la même date. Du coup, j'y serai à titre personnel, mais aussi en tant que membre de l'Electrolab, puisque l'Electrolab y a habituellement un stand. En plus d'y avoir un stand cette année, on organise un hackathon. Alors j'aime pas ce terme-là, hein, parce que du coup c'est pas pour une entreprise ou autre, donc on va appeler ça plutôt un challenge de hack, de bidouille comme vous voulez, dont le sujet c'est de développer quelque part une interface. Alors, là spécifiquement pour un wattmètre, rosmètre, mais plus généralement une interface pour les appareils de mesure que les malvoyants pourraient utiliser. Donc venez, hein, n'ayez pas peur du thème, pas de connaissances techniques prérequises, hein, le but c'est plus de s'amuser et peut-être d'apprendre des choses. Et puis venez-y aussi parce que c'est à Mexpo, parce qu'il y a du beau matériel et qu'il y a quand même quelques stands d'associations assez sympas. Donc voilà, mon plaisir de vous y voir. Pour le moment, donc il n'y aura pas de stream le vendredi 11 octobre parce que je serai déjà sur place avec les gars du lab pour mettre en place le stand et le hackathon. Après, peut-être que pour rigoler, on fera un stream de là-bas, un direct sur la préparation, on verra, ça dépend du temps et des moyens. Donc ça, c'est pour les news. Donc on va passer un peu au programme de ce soir. Alors pour ceux qui ont suivi, pour le moment, je mets un peu en stand-by la partie RF KiCad, parce qu'il va falloir attaquer des choses peut-être un peu plus dures, qu'il faut que je prépare un peu plus. Alors, je vais reprendre le plan pour vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la première fois. Je pourrais y revenir si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est ce qu'on avait vu la deuxième fois. Donc ce que j'ai rayé, c'est ce qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Ah, ça stream pas sur Twitch. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas sur Twitch, là? J'ai mon assistant qui m'a pas prévenu. Si, ça fonctionne. Si, apparemment, ça fonctionne. Ça doit être de ton côté, JB, puisqu'apparemment apparemment, le stream est en cours. Plus que t'as peut-être un problème de ton côté. Du coup, on n'a pas eu le temps de voir les règles d'intégrité de signaux, placement de composants. Mais en fait, c'est pas plus mal parce que ça fait partie d'un sujet plus générique que je compte traiter maintenant, peut-être en partie 4, donc je vais y revenir après. Donc là, ce soir, on va essayer de se concentrer sur l'export 3D, l'importation dans FreeCAD, l'assemblage 3D, si on a le temps, mais on n'a jamais le temps, créer un composant 3D. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. L'avantage c'est que maintenant avec FreeCAD, on commence à avoir un soft de conception 3D solide, commence à être bien fonctionnel et plutôt agréable à utiliser. Donc on peut vraiment avoir une chaîne complètement open source pour travailler sur son projet de A à Z, c'est-à-dire de la carte jusqu'au boîtier, les vérifications de l'intégration et ce genre de choses. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup, j'annonce un peu à l'avance ce que j'aimerais faire. Encore une fois, ça peut encore varier au gré de vos envies et aussi des besoins des gens. Pour la partie 4, je comptais parler donc des composants exotiques et de leur footprint un peu compliqué, hein, ça on en avait déjà discuté un peu. Et après, de choses plus génériques, placement de composants, règles d'intégrité et introduction à la simulation. Alors pourquoi je mets les trois ensemble? Parce que c'est trois choses qui se rapportent un peu aux mêmes problématiques, qui sont c'est bien joli de dessiner un circuit intégré, mais quelles sont les étapes minimum pour s'assurer que disons que ça a des chances de marcher, qu'on part pas droit dans le mur. Et c'est pas mal parce que si on arrive à couper les choses comme ça nous permettra après de sauter directement à une introduction à la simulation. Alors je dis bien introduction parce que c'est un sujet vaste, qui peut être traité de manière assez simple tant qu'on reste dans la pratique, dans l'utilisation des outils, mais qui peut devenir vraiment très compliqué si on décide de s'attaquer aux mathématiques qu'il y a derrière. Donc déjà parce que j'ai pas le niveau et deuxièmement parce que j'ai pas le niveau. Je m'attaquerai pas à la partie mathématique pour le moment,
Je ferai vraiment quelque chose sur Spice, sur l'utilisation des fichiers de paramétrage, sur comment on peut utiliser Cux et OpenEMS. Ce sera vraiment des introductions très light. Je ferai peut-être, a posteriori, quelque chose d'un peu plus poussé parce qu'en ce moment je suis en train de rédiger une fiche de maths pour mon projet de VNA pour la calibration parce que je suis pas très content de ce qu'on a aujourd'hui à disposition comme document. C'est des très bons documents mais ils sont justement extrêmement complexes et je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de plus simple. Donc voilà, sinon juste pour signaler qu'il y a un chan IRC sur Freenode, SciDogs. Alors pourquoi SciDogs? Parce que c'est aussi le nom du Discord et que ça va peut-être commencer à prendre d'avoir un regroupement de plusieurs streamers tech science, ce genre de choses qui se regroupent. Notamment on a Julien Peters qui proposera peut-être s'il arrive à se motiver jusqu'au bout un stream sur la conception d'architecture, base de données assez grande échelle. Et peut-être Marc ITU qui nous fera un stream sur les appareils de mesure et sur comment les utiliser. Ce serait super sympa à voir, hein, s'ils ont le temps évidemment, parce que ça demande un peu de temps d'organiser ça. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être intégration mécanique. On va essayer de tenir dans le créneau d'1 heure, donc il est 21h40, on va essayer de finir à 22h40. On n'y arrivera pas vraiment, mais c'est pas grave, on est habitué, ça commence à rentrer. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va parler intégration mécanique. Pour ça, je vais me baser sur un de mes projets, un de mes gros projets en ce moment, qui est le projet de VNA. Donc un projet d'appareil de mesure qui a déjà connu une version 1 pas complètement fonctionnelle, mais plutôt bien pour une V1 comme ça un peu par-dessus la jambe. Donc c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, je vais pas vraiment parler du VNA, je vais juste vous parler de l'intégration. Donc pour comment dire, pour de l'intégration mécanique, on a déjà besoin d'avoir une CAO électronique qui est capable d'exporter de la 3D. Alors je pense que je vais pas apprendre grand chose à ceux qui connaissent déjà KiCad. Ça fait déjà quelques versions qu'elle a un moteur 3D intégré plutôt sympathique. Alors là vous voyez, on a le PCB, hein, je reviens pas dessus, c'est l'éditeur de dessin comme j'aime bien l'appeler. Et si on va dans View, on a un viewer 3D, ma foi assez sympathique. Voilà. Donc le viewer 3D, on se rend compte qu'il y a certains composants qui ont déjà des modèles 3D. Alors ça c'est les connecteurs de la librairie, donc ils viennent directement avec le modèle intégré. Et on se rend compte aussi qu'il y a quelques composants montés en surface par-ci par-là, qui ont des modèles 3D beaucoup plus moches, c'est moi qui les ai faits. C'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Et ces composants-là, je les ai définis dans la bibliothèque, voyons. Il y a encore cette histoire de bibliothèque, vraiment très centrale de toutes les CAO. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de peupler 2-3 composants très importants sur cette carte qui vont nous servir à faire un exemple d'intégration 3D sous FreeCAD. Donc par exemple, là, ce que je comptais faire, c'était peupler ces connecteurs qui vont permettre après d'aligner les cartes qui vont au-dessus. Donc, on va fermer le viewer parce qu'en fait, pour le coup, c'est vraiment qu'un viewer. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez changer les options de rendu, on peut changer la vue, on peut exporter des images, mais c'est pas là qu'on va pouvoir exporter les fichiers pour travailler. Donc, quand on en est là, ici, on appelle les empreintes, hein, vous en rappelez. Elles sont définies dans une bibliothèque. Je reviens dessus pour que ça rentre. Voilà. Les bibliothèques sont définies là, vous voyez, le chemin. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que si on ouvre l'éditeur de composants, et qu'on prend un composant, alors un des connecteurs, alors c'est des connecteurs qui sont de la série Werkstack, c'est une série qui maintenant appartient à Amphenol, un gros fabricant de connecteurs, et c'est des connecteurs mezzanine relativement haute vitesse et assez compacts. Si on en choisit un, alors allons-y, on va prendre celui-là. Voilà, on se rend compte que là on a l'empreinte, qui est assez imposante. Et en fait, quand on crée un composant, il y a aussi autre chose qu'on peut définir qui est le modèle 3D. Alors pour ça, on va ici, dans l'édition des propriétés de composants,
et on a un onglet 3D Settings. Et si on regarde là, bon, on n'a pas grand chose, on a juste l'empreinte sur un bout de PCB. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chemins 3D, c'est comme tout le reste. On va lui pointer un fichier, et c'est là où c'est intéressant d'avoir une librairie, je sais pas si vous vous rappelez, comme j'avais dit, avec un répertoire dans la librairie pour les modèles 3D, parce que après on peut facilement ajouter une forme 3D, 3D Shape. Donc on clique là-dessus. Alors, ici c'est une des pires boîtes de dialogue qui est sous KiCad, enfin, je la trouve horrible. On va pas trop râler, c'est un beau logiciel quand même. Donc là, on va dans Home, on va rechercher cette librairie qui est ici, et dans la librairie, vous voyez, j'ai 3D modèles. Et ça tombe bien, hein, j'ai téléchargé les modèles 3D. Alors, il y a un des modèles 3D qui me manque, c'est volontaire, je ferai avec vous la démarche d'aller le chercher, parce que vous allez voir que la plupart des fabricants de ce type de connecteur fournissent les modèles 3D, et en plus c'est des modèles 3D paramétriques. C'est assez sympa, système. Donc là, on était sur l'empreinte. Ah, c'est malin. Ah, elle est là. Donc 10 44 00. Ah ben, pas de chance. C'est celle qui me manque. Euh, que je sais pas. Ah oui, j'ai pas pris la bonne hauteur. Bon, c'est pas grave, ça ira. Faudra juste que je pense à le rechanger pour pas me tromper sur mes projets. Donc, on dit OK. Et voilà, vous voyez. Vous a importé le modèle. Alors bon, si on le met comme ça, forcément, ça va pas très très bien marcher. Heureusement, pensez à tout. Peut faire des rotations pour le réaligner, et ça après c'est stocké directement dans la définition du composant, comme ça on n'a plus à s'en préoccuper. Donc si je me trompe pas, parce que il n'y a pas d'indicateur du repère, c'est un peu dommage. Donc on va y aller à tâtons. Une rotation sur l'axe des X de 90, c'est pas ça, je crois qu'il supporte le négatif. Parfait. Voilà, donc là on est pas mal. Alors évidemment c'est au visuel, hein, il n'y a pas d'éditeur de contraintes sur ce truc là, mais bon. Généralement c'est plus que suffisant pour faire l'intégration, et là, mais écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Ah non, regardez, ici il y a un truc là. Si, bah si, ça tombe bien, voilà, nickel. Donc là on fait OK. Là en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on le sauvegarde en librairie. Et alors, si vous voulez, on pourra regarder le fichier après, mais là il a stocké dans le fichier texte qui représente le modèle du composant, l'information du fichier 3D. Alors, petite astuce aussi importante. Vous voyez là, il a retrouvé tout seul que c'était dans custlib, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait défini une variable environnement qui permet de cacher le chemin complet. C'est très très important. Une chose à savoir, et c'est ce qui m'a fait arrêter d'utiliser des chemins relatifs, c'est que les modèles 3D ne supportent pas les chemins relatifs, donc il faut vraiment avoir une variable d'environnement qui prend tout le chemin depuis votre racine et qui n'a aucune partie relative. On pourra y revenir dessus si vous me posez des questions et que vous ne comprenez pas. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a sauvegardé ça, on peut quitter, save and exit. Voilà. Donc, si je rouvre ma vue 3D, normalement, je devrais avoir un composant 3D qui est apparu pour mes connecteurs. Eh non, il est pas là. Ah mince. Bon, alors je suppose que vous avez compris assez vite, c'est que j'ai pas mis à jour les informations. Alors faites attention quand vous faites ça, parce que si vous avez changé des choses, des fois ça peut être traître. Donc ce que je vous conseille de faire, soit vous pouvez individuellement, directement sur le PCB, parce que là si... Alors je vais vous remontrer, parce que là du coup j'étais un peu vite, et du coup c'est peut-être pas ce que j'ai fait. J'ai sélectionné le composant en fait, et j'ai appuyé sur E pour éditer. Quand on fait ça, on a aussi un onglet 3D Settings, donc paramètres 3D, qui va ajouter le modèle 3D à l'instance du composant sur le PCB, mais sans modifier la lib. Alors parfois c'est ce qu'il vaut mieux faire, parce que si à un moment par exemple vous voulez une version spécifique du modèle 3D que vous n'utiliserez nulle part ailleurs, c'est intéressant. Maintenant il faut se méfier, parce que si jamais vous faites un update footprint, ça peut écraser ça. Bon, ça c'est à vous de gérer après, hein. Là on va faire un update footprint, parce que nous c'est pas grave, on va prendre ce qu'on a mis en librairie et ça va nous permettre d'update les deux. Donc là on lui dit d'update toutes les empreintes qui ont ce nom là.
est content. On lui dit apply. Là, on voit qu'il l'a fait pour les deux composants. Une fois qu'on a ça, on retourne dans le viewer 3D. Et là, on est content. Vous voyez, il y a les connecteurs qui sont là. Honnêtement, le rendu de KiCad est quand même plutôt impressionnant et c'est plutôt sympa. Notamment, alors si vous l'utilisez d'un point de vue pro, je sais que les clients aiment bien ce genre de choses généralement. Ça leur permet de se rendre compte de ce que va être le produit et de voir que les choses avancent. Donc c'est une bonne astuce et franchement, ça prend pas très longtemps. Donc on a fait ça, on va aussi le faire sur celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc pareil, celui-là, c'est le 0444. On va lui aussi, alors vous vous rappelez, on peut ouvrir ici aussi l'éditeur d'empreintes. On va lui aussi le sélectionner. Donc le 0444, il est là. C'est ça. C'est ça. Hop, on fait OK. Le voilà. Et pareil, donc on va dans les paramètres. Paramètres 3D. Rajouter une forme 3D. C'est celui-là qu'on voulait. On dit OK, vous voyez, même problème. Donc on se rappelle, moins 90 degrés ici, et normalement, c'est bon pour lui. Parfait, il est posé sur ces supports plastiques. On se rend compte que les trous d'alignement sont nickel au centre. Hop, on sauvegarde. Et même chose, il va falloir éditer en appuyant sur E, ou d'ailleurs vous pouvez faire clic droit sur Properties. Et ici, Update Footprint, et on va, l'update il va update que lui, voilà. Et on va avoir, voilà, notre connecteur. Alors, ce qui va être sympa avec ça, au-delà de cette projection qui est, comme je vous le disais, sympa pour mettre dans des rapports ou si vous avez des clients, ce qui est sympa, c'est surtout de se dire qu'on peut exporter ce modèle 3D pour l'importer dans un logiciel de CAO 3D pour prévoir les encombrements, les boîtiers et toutes les insertions. Croyez-moi, ça peut vous éviter grand nombre de déconvenues. Parce que quand on a fait un boîtier et qu'on se rend compte qu'il y a 2 mm de décalage sur un connecteur, ça finit souvent à la lime et c'est souvent très moche. Alors vous voyez, ici, on peut exporter. Alors, je vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer quels sont les fichiers, parce que c'est quasi une guerre de religion. Il faut retenir quelques petites choses. L'IDF V3, c'est un modèle de fichier assez intéressant qui permet d'exporter une 3D avec une notion de composants, de librairie, ce genre de choses. Alors, je sais pas si FreeCAD sait travailler avec, je crois pas. Je sais que par exemple SolidWorks peut travailler avec, il a un module pour importer ça. C'est vrai que quand on a la chance de pouvoir travailler avec ça, c'est super sympa. Après, honnêtement, pour des projets où on n'a pas une grande librairie à gérer, où on travaille pas à plusieurs, c'est pas forcément nécessaire. Le VRML, je rentre pas dedans, le GenCAD, le Spectra, tout ça c'est des trucs ultra spécifiques. Ça c'est même pas de la 3D d'ailleurs. Le SVG, vous savez ce que c'est du dessin vectoriel. On va faire du step. Alors pourquoi du step? Parce que le step c'est un format de fichier texte qui est fait pour faire de la 3D et c'est ce que vous allez trouver de plus générique en 3D. Et c'est utilisable pour faire de la mesure, tout ça, ça reste utilisable. C'est pas parfait, mais c'est vraiment pas mal. On va exporter. Là, il me demande est-ce que je veux le faire. Par défaut, il prend le bon répertoire et il fait en point step. On va lui dire export. Alors, ça peut être assez long comme opération. D'ailleurs, je crois enlever ça. Ça, c'est un bug du KiCad actuel. Voilà. Export. C'est en train, vous voyez, je vous ai dit, ça peut être parfois un peu long. Ça mouline. Donc, l'idée, en fait, et là, je vais ressortir mes dessins magnifiques parce que je sais que ça vous manque. Donc, allons-y. Je vais bien expliquer la philosophie de ce que je fais. Ça permet de prendre. Tout comme on avait un schéma qui va sur une netlist, puis qui va sur sur un PCB. Dans le cas présent, on a un flow un peu différent. On a initialement
On va appeler ça une board ou un circuit imprimé. Donc on a le circuit imprimé. Voilà. On a le circuit imprimé que vous avez dessiné, et là je parle bien de la plaque elle-même. Puis en parallèle, on a des composants qui sont posés dessus et qui ont une propriété de modèle 3D. Voilà. Et ce que va faire KiCad en fait, c'est qu'il va fusionner toute cette information pour créer un fichier qui est un volume 3D. Il va agréger toutes ces informations-là, il va créer un volume 3D qui va être un fichier step. Oui. Ça c'est pour la philosophie générale, hein. De toute façon, quelle que soit la CAO que vous prenez, Altium, tout ça, quand on vous demande de faire une 3D, c'est un peu ce qui se passe. Alors nous, ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, bon bah, on a une CAO 3D qui s'appelle FreeCAD. On va importer cette notion de volume 3D dans FreeCAD. Et ce qui est bien, en fait, ben, c'est qu'on peut en importer plein d'autres de volume 3D. Hein, j'allais vous dire à l'infini, mais vu les besoins en mémoire, c'est pas le cas, hein, mais suffisamment pour faire tout ce qu'on a à faire. Et il y a un truc sympa dans FreeCAD derrière qu'on va voir qui est un. Alors c'est un module, hein. Alors je vous expliquerai les limitations qu'il y a encore aujourd'hui, mais c'est pas gênant quand on est sur des petits projets. Là, il peut importer tout ça, et dans un module sous FreeCAD d'assemblage, on va être capable d'assembler sous contrainte tous ces volumes et de les faire coexister dans l'espace. Donc voilà un peu la philosophie. Donc pour le moment, ce que vous avez vu, c'est ces deux parties-là. Ce qu'il est en train de mouliner, c'est ça, la création du volume 3D, qu'il a dû finir d'ailleurs. Ça prend pas si longtemps que ça. Alors vous voyez, hein, il y a des warnings comme à chaque fois, dit qu'il manque des composants, parce que comme vous avez vu, j'ai pas pris le temps de faire tous les composants, j'ai fait que ceux qui étaient nécessaires pour mon cas. Je suis feignant. C'est bien d'être feignant. Pas hésiter. Donc, on va lancer FreeCAD. Alors, petite chose sur FreeCAD à savoir. Vous voyez, je lance une 0.18. Travaillez pas avec quoi que ce soit avant la 0.18, c'est un peu comme KiCad, il y a eu énormément de changements. Alors déjà on oublie la 0.16, la 0.17 il manque beaucoup de choses, la 0.18 c'est un minimum, il faut savoir que FreeCAD a déjà sorti la 0.19 là. Chez moi elle manque un peu de stabilité mais elle est utilisable, hein. Je l'utilise en parallèle pour tester régulièrement. Minimum 0.18, pas avant. Donc voilà, donc là on a une page d'accueil, vous voyez, c'est une SAO un peu austère pour le moment mais ça s'améliore à chaque version. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, déjà on va aller ouvrir le fichier qu'on vient de générer. Alors ça c'est assez intéressant. Tac tac tac, non c'est dans Project. Ça. Donc on va aller ouvrir le fichier qu'on a créé. Donc moi c'est là. Et on a le fichier step qui est là. Vous voyez, il fait 16 mégas quand même, hein. Ça, comme je vous disais, ça devient vite des fichiers très très lourds. Et donc il va importer le fichier. Ça peut être un peu long. Voilà. Vous voyez, on retrouve quelque chose d'assez proche de ce qu'on avait sous KiCad. Alors après, vous remarquerez assez vite qu'on voit pas les pistes, c'est normal, c'est des informations qu'il n'y a pas, hein, c'est pas des informations 3D. Si vous aviez l'IDF V3, à ma connaissance, les informations de pistes, elles, sont disponibles dedans, puisqu'on les voit s'afficher. Mais bon, sous réserve, il faut vérifier. Bref, du coup, on a la board 3D qui est là. Ça, c'est intéressant. On peut faire beaucoup de choses avec FreeCAD. Je ferai une présentation sommaire de ce menu-là qui est central, qui est ce qu'on appelle le menu de Workbench, d'atelier. Et il faudra que vous passiez du temps dessus parce que c'est assez dur de s'y familiariser. Et puis, tout n'est pas rangé de manière parfaite, pour être honnête. Il y a pas mal de petites choses qui seront améliorées au fur et à mesure des versions. Là, on a une première board, on est content. Sauf que bon, on voulait intégrer avec d'autres choses. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est que là vous voyez c'est un import.
Moi ce que je fais, alors il y a peut-être pas besoin de le faire maintenant, mais je fais toujours ça. Pour éviter cette histoire de translateur, parce que c'est un objet qu'il y a dans l'arborescence, je sélectionne tout en dessous de l'arborescence en prenant le premier, en allant tout en bas, en appuyant sur Shift et en cliquant. Ça sélectionne toute l'arborescence. Après je fais un CTRL C, demande si je veux sélectionner les dépendances, je dis oui. Et après je crée un nouveau fichier dans lequel je fais CTRL V. Et voilà, vous voyez, il me recrée toute l'arborescence. C'est pareil, c'est un peu long à afficher, mais ça va venir. Alors, par contre, ah voilà, elle est là. Et après, ce que je fais, c'est que je sauvegarde au format FreeCAD directement. Alors, généralement, il est bien d'avoir un dossier où vous allez mettre tout ce qui concerne la mécanique, pour éviter d'écraser par erreur, donc j'appelle ça généralement méca. Là, on va appeler ça carte mère, puisque c'est la carte mère du VNA. Il va être sauvegardé au FreeCAD Document. Une fois que ça c'est sauvegardé, on a notre pièce, parce que ça on va considérer que c'est une pièce, sous FreeCAD. Hein. Là, vous voyez, il y en a plusieurs qui le composent, mais moi, tel que je vais travailler, on va considérer que ça c'est immuable. Ça reste comme ça. Alors on peut fermer ça sans sauvegarder du coup, puisqu'on n'a plus besoin. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme on voulait intégrer des cartes, on va intégrer la deuxième carte qui vient ici. On va faire le modèle ensemble. C'est la carte de PLL que j'avais utilisée comme exemple la session précédente. Donc allons-y. Voilà, on avait la copie qui était là, c'est parfait. Et voilà. Donc on regarde 3D View. Hein, 3D View, c'est pratique pour voir à peu près ce qu'on a comme carte et comment elle est. Donc vous voyez, pareil, là, il y a beaucoup de composants qui ne sont pas définis. Et il me manque celui-là. Vous voyez, j'ai pris le temps de faire les SMA, si c'est pas beau ça. C'est les vrais modèles de chez Amphenol qui fournissent, qui sont montés au bout de la carte. Pareil, donc il va nous falloir ce composant-là. Je vais vous montrer comment ça se passe chez Amphenol. Ce sera la même chose chez Samtech et chez beaucoup de fabricants de connecteurs. Ils ont des systèmes pour générer les composants à la volée, ce qui est assez sympa, faut le dire. Donc on regarde la référence. Alors vous allez voir que j'ai un peu dyslexié parce que j'ai appelé ça Bergstack comme ça, mais en fait il n'y a pas de C. Donc, ici on a une référence, donc je vais la noter tout de suite sous Kate, alors je sais pas si c'est juste l'éditeur de texte, hein, parce que on va aller la chercher sur le site en live, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ah non, c'est vrai que c'est pas ici qu'on la voit le plus facilement pour la copier, donc c'est d'aller dans le schéma, d'aller ici. C'est ça la référence. J'ai comme un lag de curseur, voilà. Tac. Hop là. Donc, on a récupéré la référence. Ouais, donc j'ai pré-ouvert le site d'Amphenol, hein. Il s'est pas ouvert tout seul par hasard, je vous rassure. Et puis, il y avait les deux autres composants que j'avais récupérés, donc on va rentrer ici la référence exacte de notre composant, qui est celle-là. Donc on va faire la page. Et donc en fait, en bas de page, et je vous dis, vous allez avoir la même chose chez Samtech et chez la plupart des fabricants, vous avez ici un système qui va permettre de générer les modèles. Là, vous n'avez pas le choix. En plus, moi, il me le demande à chaque fois, puisque comme je supprime les coups dès que je quitte la page. Voilà, donc là, on a demandé celui-là. Et vous voyez, en plus, il nous donne la mating part, c'est-à-dire le connecteur adapté qui vient se connecter dessus. Donc, quand on regarde là, il nous a généré un préaperçu. Alors, des fois, il bug sur le site d'Amphenol, mais là, ça a l'air correct, effectivement. Mais souvent, on peut paramétrer ici alors, les fichiers qu'on veut. Là, il faut lui dire qu'on veut un fichier step, vous vous rappelez. On prend celui-là. Alors, je sais pas exactement ce que ça change, je crois que c'est des versions. Je me suis jamais posé la question, ça m'a jamais posé de problème. Et on fait lancer la génération. Et là, il bug un peu parce que normalement, il est censé me demander exactement quel composant je veux, mais là, je sais pas pourquoi il me le demande pas.
c'est pas grave, puisque de toute façon il me génère le bon. Vous voyez, il me lançait un zip à télécharger. On va ouvrir le 10-zip, et voilà, il y a le fichier step dedans. On va ouvrir, tac, directement là, on va aller là, et on va aller directement le mettre dans la librairie. Donc vous voyez, là moi j'ai ma librairie perso, alors qui est en bordel parce que je l'ai commencé il y a 10 ans et il faudrait que j'ai le courage de la détruire complètement pour la refaire, mais je verrai ça plus tard. On va aller dans 3D modèles, et comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais fait un répertoire Bergstack. Liste dedans, hop. Voilà. Donc on va quand même regarder si ce modèle a l'air correct. Bon, pareil, on va utiliser FreeCAD pour importer le modèle du connecteur, pour vérifier à l'œil hein, qu'il corresponde quand même à ce qu'on est demandé. Donc c'était le 82, donc celui-là, qu'on ouvre. Et voilà, ça a l'air d'être bon, après on va voir sur le PCB si ça correspond. Voilà, donc, comme tout à l'heure, on va là, on prend l'éditeur de composants, puisque là ça m'intéresse de l'avoir en librairie, hein, vu qu'il n'y a pas vraiment de variation possible. Donc c'était celui-là qu'on voulait éditer, on dit OK. Pour rappeler, on va dans propriétés, paramètres 3D, hein, c'est présélectionné. On ajoute une forme 3D, et voilà, la boîte de dialogue horrible. Je l'aime vraiment pas celle-là, hein. Je trouve que c'est la pire sélection qui soit, la sélection par arbre sans avoir de chemin direct, c'est... Mais bon, j'ai dit qu'on râlait pas, alors on râle pas. KiCad componente, 3D modèle, Bergstack, et le 82 c'est lui. On dit OK, pareil, c'est bien, ils ont tous le même défaut, on réfléchit pas trop. Là, voilà, oui, avec très bien l'indicateur de position 1, on sauvegarde, on quitte ça, on se rappelle qu'il faut update parce qu'on avait mis le print avant de faire cette modif, voilà, on l'a là. On vérifie toujours avec le viewer 3D, ça coûte moins de temps que d'exporter et d'ouvrir dans FreeCAD. Et zou, on est content, on a le connecteur qui va bien. C'est pas beau. Et donc on va faire un petit export 3D. Là, tac. Alors il faut décocher ce truc là, parce que, alors j'avoue que je sais pas à quoi ça sert, hein, mais je sais pas pourquoi la plupart des composants CMS par défaut sont en composants virtuels, et j'ai aucune idée de ce que c'est, je pense que c'est pour l'assemblage. Et le problème c'est que si vous cochez ça, il n'exporte pas tous les CMS, tout ça, donc décochez-le. Et c'est pareil d'ailleurs quand on fait l'export de placement de composants qu'on verra. Parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, on fera sans doute une session sur la partie utilisation industrielle de KiCad pour générer les fichiers de fab. Là on fait l'export. Alors je vous laisse 30 secondes parce qu'il faut que je fasse une pause pipi. Je vous mets en pause et je reviens quand l'export est fini. Coucou. Désolé, j'ai été un peu long, fallait que je traverse notre palace parisien de 40 mètres carrés. Donc, on a l'export qui est bon. Donc, pareil, hein, on va refaire la même chose, c'est-à-dire que ouvrir le fichier généré de la deuxième carte. Vous allez voir, hein, ça vous paraît peut-être un peu long, compliqué, tout ça, mais honnêtement, quand on l'a fait 2-3 fois, après ça devient... on pourrait même le scripter en fait, hein. Je suis quasi sûr, vu que FreeCAD supporte les scripts, je crois, en Python. Il est largement envisageable de faire tout ça avec des scripts. Donc, on ouvre la step de la carte PLL, voilà. On a
bien le connecteur qui est là, donc on va faire comme tout à l'heure. Honnêtement, je sais pas si c'est une bonne pratique, mais je le fais souvent. Hop, on copie avec CTRL-C comme je vous disais, on prend ça, on crée un nouveau fichier, on colle. Voilà, une fois qu'on a collé, on dézoome. Ah, alors ça, vous voyez, la première fois que j'ai ce problème-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais oublié? Ah oui, bah, j'ai oublié de sélectionner une partie, donc forcément, ça marche pas bien, vous voyez. Hop, tac. Donc, on va reprendre. On reprend de là jusqu'à là, voilà. On crée un nouveau fichier. Non, ça va être bon. Super. C'est bon. Alors, on peut aussi directement tout fit. Je travaille toujours en perspective. Je sais que beaucoup de gens préfèrent l'autre mode, mais moi je préfère la perspective. Sauvegarde, et vous vous rappelez, j'ai fait un dossier mecha. Donc là, on a dit que c'était carte PLL au format FreeCAD. Voilà, donc là, on a nos deux cartes, hein. C'est déjà un bon début, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à assembler des choses. Donc, pour assembler des choses, il faut savoir que FreeCAD n'a pas vraiment de possibilité d'assemblage par contrainte nativement. Par contre, le truc qui est sympa, c'est qu'il y a des gens qui y ont pensé. Et du coup, il y a un workbench, donc un atelier, un module, on va appeler ça un module, c'est plus proche module. Module pour faire ça. Alors, pour installer des modules, il y a un truc important à savoir, c'est qu'il faut aller dans Tools, ici, et dans Add-on Manager, gestionnaire de modules. Et un des premiers que vous trouverez qui est important, c'est A2+. A2+, c'est justement pour gérer les assemblages par contrainte. Alors je vais pas vous faire tout l'historique, il y a eu plusieurs modules. Finalement, il y a un début de convergence, donc m'étonnerait pas que ce soit quelque chose de proche de ça, qui soit un jour intégré directement nativement dans FreeCAD. Il y en a un autre qui est super, alors je sais pas si je l'ai installé ici, non, je n'ai pas dû l'installer ici, il doit être sur mon laptop. On l'installera peut-être après si on a le temps pour vous faire une démonstration qui est fait pour générer des vis. C'est bien pratique pour faire des modèles. Donc moi il est déjà installé, mais vous avez sélectionné A2+, vous cliquez sur Install ou Update, puis ça fera le café. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier, d'accord? Voilà. Alors, il faut bien comprendre un truc, sous FreeCAD, tout marche avec cette arborescence où on applique des modifications à l'élément d'avant. Je vais pas y passer trop de temps parce que ça, je vais le faire quand je vous montrerai comment créer un composant. C'est là où ce sera le plus intéressant, le plus utile, et surtout on aura un peu de temps à y passer. Donc, quand on a ça, on va sélectionner ici, vous voyez, c'est la liste donc, de ces modules ou workbench ou ateliers, hein, comme vous voulez. On se rend compte qu'il y a des... en fait, c'est regroupé par fonctionnalité. Par exemple ici, pour construire des parts, donc pour construire des pièces. Et ici, il y a pièces. Franchement, les deux pourraient être mergés, on verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Ça, je vous disais, c'est un peu le bordel. Je pense qu'à terme, ça va être regroupé et revu, tout ça. Bon, toujours est-il qu'on n'est pas là pour faire une intro complète à FreeCAD. Ça, je le ferai, hein, clairement. Parce qu'il y a une grosse demande, donc je sais pas quand exactement. Peut-être que ça s'intercalera avec la suite du stream. Donc on sélectionne ici le workbench qui correspond à A2+, qu'on a installé précédemment. Là on a une nouvelle barre d'outils qui arrive. Ici il y a Add part from an external file, et là il y a Create a new part. Bon, pour le moment il faut savoir que A2+ a besoin qu'on sauve, avant de faire quoi que ce soit, il a besoin qu'on sauve le fichier, donc on va tout de suite le sauver en lui donnant on va appeler ça assemblage VNA. Et on va créer ici, parce que ça va nous permettre d'ajouter une pièce depuis un fichier extérieur, et comme vous vous en doutez, on a nos fichiers ici. On va ajouter la carte mère. Voilà. Donc là, vous voyez, il mouline plein de choses, parce qu'en fait, derrière, c'est un script qui va importer les fichiers comme il faut, donc il ne faut pas s'étonner si ça clignote dans tous les sens, jusqu'à ce que vous voyez apparaître le... Ah, voilà, vous voyez, il a fini de l'importer tellement elle était lourde, et c'est pas moi qui ai touché quoi que ce soit, hein, c'est lui qui a fait tout ça. Donc voilà, donc là on retrouve notre carte, mais vous voyez, au lieu d'avoir l'arborescence complète de la carte, maintenant elle est un objet unique, quelque part. Et c'est ça qui est intéressant, parce que cet objet unique, on va pouvoir ajouter un deuxième fichier, qui sera lui aussi un objet unique. Donc pareil, hein, il va mouiller un peu.
va laisser faire sa tambouille. Là. Donc là, on a une deuxième carte et elle suit un peu mon curseur, donc vous pouvez la poser un peu n'importe comment. Voilà. Donc là, vous voyez, alors on va passer en perspective, je préfère la perspective, zoom to fit. Voilà, vous voyez, on a deux cartes qui ont chacune leur repère. Si on double-clique ici, pof, on voit apparaître, normalement, mais il va être tout petit perdu au milieu de la carte. Ah non, il est là, voilà. Ah bah c'est que l'origine est décalée, bon, il faut ça se rechange après. Et vous voyez, on voit apparaître ici quelque chose qui nous permet de les déplacer, de les tourner. Et c'est pas encore ça, parce que ça va pas nous permettre de les connecter. Par contre, on voit bien que ce sont des objets indépendants. Pareil avec la carte PLL ici, vous voyez, sa propre origine et son propre repère. Donc en fait, ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est se dire, ah bah du coup, tant qu'à faire, moi je sais comment ma carte elle doit être placée. Et bien on peut utiliser à peu près tout et n'importe quoi pour créer des contraintes. Et c'est là où ça devient intéressant et puissant. Par exemple, ici, je sais que ces deux trous-là, ce sont des trous de vis qui sont censés être alignés. Ce serait génial qu'on puisse dire qu'ils seront forcément alignés. Ça tombe bien, c'est le cas. Donc on sélectionne ici, vous voyez la bande à l'intérieur là qui représente ce trou. Et on va sur le deuxième, et alors là ça se voit pas mais je maintiens CTRL, et je sélectionne celui-là. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai les deux sélectionnés, au moment où j'ai sélectionné les deux ici, il y a deux contraintes qui sont apparues qui sont devenues disponibles. Alors il faut savoir qu'il analyse en temps réel ce que vous avez sélectionné et il ne vous présente que les contraintes possibles. Là on en a une qui va particulièrement nous intéresser puisqu'elle c'est celle de coïncidence, donc c'est pour avoir deux cercles qui sont liés au même centre, donc concentriques. Donc on clique dessus, voilà, et vous voyez il a solvé tout seul et il l'a aligné. Donc après il y a toute une boîte de dialogue qui permet de changer le sens de la contrainte, tout ça on va le voir tout à l'heure, c'est utile quand on fait des contraintes sur des plans. Là pour le moment ça a l'air bon, on accepte. Donc là, si on regarde, ça veut dire que notre carte, elle est alignée par ce trou là-bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Déjà on voit qu'il y a une contrainte qui est apparue, qui se lie entre les deux cartes. Mais ça veut aussi dire que si par exemple je refais comme tout à l'heure et que je déplace cette carte, là, que je la laisse comme ça, vous voyez, qu'après je lui dis de résoudre les contraintes, voilà, vous voyez, il me la remet. Ça c'est très très pratique. On n'est pas encore au niveau de SolidWorks où quand vous déplacez deux pièces contraintes, il attrape la deuxième automatiquement pour lui faire subir les mêmes déplacements. Il arrivera sans doute à un moment, honnêtement c'est un logiciel très prometteur comme KiCad qui évolue super vite. Ça fait plutôt plaisir à voir. Donc, maintenant qu'on en est là, il faudrait rapprocher tout ça. Alors là, après, ça va être un peu à vous de, comment dire, de travailler sur le sujet, hein, honnêtement, parce que du coup, c'est à vous de trouver comment est-ce qu'il faut contraindre votre assemblage. Même sur ma contrainte, je pense que c'était pas la bonne. Je vais enlever celle-là, vous voyez. Donc là, j'ai sélectionné la contrainte et j'ai cliqué sur supprimer. Ça me les a enlevés. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça va devoir toucher au niveau du connecteur. Alors, là, c'est vraiment, il faut vraiment savoir, ça va vraiment dépendre de votre modèle de connecteur. Alors j'espère que c'est pas trop gerbotron la 3D parce que sur le stream je sais pas trop ce que ça donne. Et n'hésitez pas à me le dire si jamais ça secoue un peu trop. Vous voyez, on va prendre ici l'arête. Et on va aller chercher la surface sur laquelle l'arête est censé prendre appui. D'ailleurs, ah oui. Non, l'arête elle prend pas appui, donc on va prendre cette face là. Parce que cette phase là, on sait que sur cette connecteur, elle va devoir prendre appui ici. Donc on maintient CTRL, on sélectionne les deux. Voilà, il nous a proposé d'autres contraintes. Parallèle, ça nous intéresse pas trop parce que parallèle, ça peut être n'importe où tant que les cartes sont orientées de la même façon. Là, c'est coïncident, ça nous intéresse plus, ça veut dire qu'ils doivent être sur le même plan. Et là, c'est pour forcer un angle. Donc nous, ce qu'on veut, c'est celle-là. Voilà, vous voyez, là, il l'a collé directement. Et c'est là où la boîte de dialogue a son intérêt, comme je vous disais tout à l'heure, parce que par exemple, là c'est direction opposée, mais si on fait aligner, voilà, vous voyez, il a tourné la carte. Pourtant, il les maintient coïncidents. C'est-à-dire que cette surface et cette surface sont sur le même plan. Donc, il faut quand même lui dire dans quel sens il faut orienter le plan. Et vous voyez, si je remets ça et que je redemande de résoudre, pouf, il me le fait. Puis là, c'est super parce qu'on a un bel exemple de ce que c'est qu'un système par contrainte. Je lui ai juste dit que ces deux surfaces devaient être sur le même plan. Donc pour lui, la carte, elle peut être
orienter n'importe comment comme vous le voyez, c'est pas son problème, il m'assure qu'on est sur le même plan. Donc ça c'est intéressant, on va dire accept. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose de d'efficace, mais bon, là, on se rend bien compte que c'est pas le bon assemblage, hein. Donc on va zoom to fit, hop, c'est plus pratique. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut aussi dire que quand les cartes seront assemblées, normalement, ce bord de carte et ce bord de carte, ils sont censés être parallèles. Alors, je pourrais peut-être dire qu'ils sont censés être sur le même plan, coïncident, mais pour le coup, là j'ai pas vérifié, et au fait, moi j'ai une règle, alors peut-être que certains seront pas d'accord, mais je mets toujours les contraintes les plus simples possibles. C'est-à-dire que si je sais que deux plans doivent être parallèles, qui peuvent peut-être être coïncidents ou pas, je vais juste mettre parallèle. En fait, je mets le plus petit dénominateur commun. Je trouve que c'est plus simple de travailler comme ça, mais je sais pas du tout si c'est une bonne pratique, donc je vous invite à vous renseigner avant ou à vous faire votre propre opinion. Donc là, je clique sur parallèle. Voilà, là on se rend compte qu'il me l'a mis parallèle. Alors, c'est là où c'est rigolo, on a le même cas de figure que tout à l'heure. Ce que je vous disais, c'est que lui, il sait pas. Donc là, si on fait aligner, pouf, il me l'a remis dans le bon sens. Mais vous voyez, c'est pas encore ça, parce que pareil, là, c'est juste parallèle. Donc, pour lui, c'est pas censé forcément se toucher. C'est pas grave, on accepte. Et alors, normalement, je vous avoue que j'ai un petit trou de mémoire, mais alors c'est peut-être celui-là de trou. J'ai ce trou-là, qui doit être, ça doit être lui, qui doit être coïncident avec celui-là. Donc on refait comme tout à l'heure, on aligne, ça m'a l'air ok. Ouais, c'est ça, voilà. L'autre trou, il était pas coïncident, je me rappelle plus pourquoi je l'avais prévu. Ah si, je crois que je sais. Bref. Donc voilà. Donc là, on est pas mal, hein. Vous voyez, on a un connecteur, et vous voyez, ça tombe plutôt bien, ça prouve que j'ai bien fait mes mesures, parce que le connecteur, il a l'air correct et bien aligné comme il faut. Ce qui est plutôt rassurant. Donc là, je trouve qu'on est vraiment pas mal. On a donc la carte mère et la carte PLL qui sont dessus. On se rend compte que les calculs n'étaient pas trop mauvais. Il y a peut-être ici où c'est un peu juste. Sinon, on a les bons connecteurs, tout va bien. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah après, on pourrait faire plusieurs choses. Alors, on pourrait faire un boîtier complet, venir le mettre autour et tout ça. Là, j'aurais clairement pas le temps de le faire aujourd'hui, hein, parce que évidemment, c'est comment dire, c'est un peu compliqué, ça demande du temps, et surtout que j'ai pas encore réfléchi à comment je ferai un boîtier pour ça, puisque je suis parti sur un boîtier tout fait, un boîtier Hammond. Mais ah bah tiens, on peut peut-être regarder quelque chose. Je vais regarder avec vous en live, et si on trouve une réponse rapidement, on va utiliser ça. Sinon, je vais vous montrer comment faire juste une plaque avec des trous pour faire un exemple qui va un peu jusqu'au bout. Donc, tout ce système a été prévu initialement pour entrer dans un boîtier Hammond. Alors, je fais pas de pub. C'est une marque de boîtier que vous verrez énormément, un peu comme les boîtiers Schubert. C'est une marque de boîtier qui est un peu le usual suspect quand on cherche du boîtier tout fait à modifier, mettre des protos, et c'est cette référence-là que j'avais utilisée, voilà. Et oh bah, il y a un 3D step, si c'est pas beau. On va sauvegarder ça. Voilà, on va l'ouvrir. Alors on va récupérer les steps. Alors IGS c'est aussi un autre, c'est le format IGS, IGES. C'est un autre format 3D, je vous avoue que je connais pas ses spécificités, je suis pas assez calé pour ça. Et donc, on va retourner dans Project, dans VNA Hardware, dans la board et dans Mecha. Dans Mecha, à la rigueur, on va faire un nouveau boîtier, un nouveau répertoire avec le boîtier. Voilà. Et ça comme ça sera plus simple. Voilà. Donc on va regarder déjà ce que ça donne, hein, parce que comme je le fais en live avec vous là, donc je vais regarder en live quel fichier il faut prendre, donc on va les ouvrir. Ça me semble bien, mais eh ben c'est parfait. Voilà, c'est le boîtier. C'est nickel, bah comme ça on va faire un assemblage dans le boîtier, et puis c'est peut-être le premier stream qu'on finira à l'heure. Si c'est pas beau ça. On s'améliore tous les jours. Donc, on sauvegarde ici, on va ajouter une nouvelle pièce venant d'un fichier extérieur. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il me voit pas? Alors.
Ah oui, bah si, c'est moi qui suis bête. Alors, parce que justement, j'ai oublié quelque chose d'important, qui est de sauvegarder ce fichier-là. Alors, quel est le nom de l'autre? C'est ça, bon, on va récupérer le même. Parce que oui, donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que l'assembly A2+ ne sait pas utiliser de fichier step, il faut vraiment utiliser un fichier format FreeCAD. Voilà, donc là on a sauvegardé au format FreeCAD et on va pouvoir normalement, voilà, maintenant il est là. Voilà, donc là on a le boîtier. Alors vous voyez, ce boîtier en fait il est pas mal. Il y a un capot ici qui se glisse sur lequel on peut travailler. Si vous voulez, je vous montre juste après, j'activerai ma webcam pour vous montrer l'état du projet VNA où il en est. Que justement il est en boîtier, j'ai modifié le boîtier pour mettre des ventilateurs et tout le tintouin comme ça. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne quand on fait en réel. Sachant que j'ai pas encore la carte PLL, elle est en chemin là. Donc pareil, on va faire une contrainte. Alors moi ce que j'avais prévu, c'est que, vous voyez, on va utiliser cette surface et le dessous du PCB parce que je l'ai fait en sorte pour qu'elle repose dessus. On sélectionne les deux, pareil, et là, on va lui dire que c'est coïncident pour le coup, parce qu'elles sont censées se toucher. Alors, comment qu'on est? Là. Hop, alors presque, mais dans l'autre sens. Solve. Ouais, c'est bon. Voilà. Là, on va lui dire que c'est bon. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la tranche... Alors, là, pareil, ce sera à vous de jauger, parce que là, la tranche, avec le jeu, elle n'est pas censée forcément complètement toucher, mais on va dire qu'elle touche. Là, pareil, on va faire un coïncident. Est-ce qu'il est? Il est là. Et oh bah là, nickel, on accepte. Oui. Donc, déjà, on est pas mal rentré dans le boîtier. C'est pas trop mal. Et après, ben, on va dire que cette face-là et cette face-là, pareil, elles sont censées être coïncidentes puisqu'on va pousser la carte pour qu'elle rentre tout pile. Non, il a été prévu pour rentrer dans ce boîtier. Donc voilà, vous voyez, on a tout dans le boîtier. Alors la carte PLL qui dépasse, c'est prévu. Alors je sais que ça fait vieille excuse, non, c'est vraiment prévu. C'est que j'avais pas moyen de la rentrer plus et donc je vais devoir usiner un capot là à l'avant qui va venir servir à sortir les SMA, à sortir les connecteurs SATA en dessous qui servent à transporter l'info des ADC. Voilà, donc je pense que la V2 VN1 n'est pas la dernière version malheureusement. Je vous avoue que j'ai hâte de l'avoir fini ce projet, il est quand même assez long. Et on va, alors normalement je suppose que ça, c'est le capot, parfait. Alors, on va en mettre un, on va mettre il y en a un par défaut que j'ai utilisé, donc on va en mettre un. Donc pareil, on re-sauvegarde sous le format FreeCAD, sinon A2+ va pas être capable d'utiliser le fichier. Ah. Colle, je vais là, hop. Voilà, on sauvegarde comme ça, et donc là dans A2+, on lui dit de récupérer le capot. Voilà. Alors là, on sait un truc qui est sympa. Ah oui, par contre, là, ils ont vraiment représenté le truc, donc on va pas pouvoir utiliser ça pour faire du concentrique, sauf peut-être... non, parce que le cercle, il n'existe pas vraiment. Donc, on va se débrouiller autrement. On va lui dire que cette surface... Hop, là. Cette surface et cette surface, déjà, elles sont forcément coïncidentes. Voilà. Sens. Voilà. Et que cette surface et cette surface sont forcément coïncidents. Voilà. Pareil. Alors, sur le côté, on attrape une sur... Alors je vous rappelle, hein, quand je sélectionne, en fait, la deuxième que je sélectionne, je la sélectionne en gardant contrôle pour sélectionner les deux. Après apparaissent les contraintes. Et voilà. Voilà, donc là on a l'intégration du VNA et je vais vous montrer dans 2 minutes avec la webcam ce que ça donne. En vrai, vous allez voir qu'on est vraiment pas si loin que ça. Alors, je sais, hein, ça peut paraître rapide, tout ça. Vous inquiétez pas, on prend vite l'habitude. Pareil, comme pour les autres choses que je vous ai montrées. Faut pas hésiter à venir me pinguer, faut pas hésiter à me dire ce qui manque. Hein. Il faut pas hésiter à me faire remarquer aussi des problèmes, hein, parce que je peux me tromper sur certaines choses, tout ça.
Et du coup, moi ça me plaît bien parce que du coup je peux réagir avec vous et après essayer de corriger les problèmes ou préciser plus l'idée qu'il y a derrière ça. Mais vous voyez que en un temps finalement pas très long, heu, on a eu un résultat, que je qualifierais sans aucune honte de professionnel. Alors pourquoi je dis sans aucune honte? C'est parce que je l'utilise au niveau du travail maintenant, ce workflow et pour le moment on n'a pas été jusqu'au bout pour le moment de faire un boîtier, mais ça nous a déjà débuggé quelques petits soucis et encore une fois c'est du full libre open source, gratuit, bon, forcément ça va avec, enfin forcément, mais en tout cas ça va avec quand on est du grand public et je pense qu'il y a moyen d'avoir pas mal de support. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer ce soir à tout prix. Heu, je vais pas attaquer ce soir l'histoire de faire un modèle 3D parce que ça va me demander d'avancer beaucoup plus sur la notion de FreeCAD. Peut-être que ce sera le stream prochain. Si, s'il y a pas mal de monde qui veut continuer un peu sur la méca, ça peut être le sujet du stream prochain parce que c'est tout un sujet en lui-même, parce qu'il va falloir que je vous explique la philosophie de comment on crée une pièce, du système du sketcher, c'est-à-dire que vous dessinez en 2D, vous extrudez, vous dessinez sur une face d'une pièce et vous appliquez des modifications. Il va falloir que je passe un peu de temps à expliquer la philosophie avant, parce que justement j'en discutais avec un collègue qui est peut-être là ce soir et je lui c'est que un des gros problèmes de la plupart des tutos, c'est que justement ils commencent pas par expliquer la philosophie. Du coup ils montrent plein de choses mais on sait pas où on va. Et là dans FreeCAD, comme FreeCAD est un petit peu bordélique, c'est assez important de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, JB qui me propose un lien, bah tu peux, si tu peux le mettre dans le chat ou sinon je peux le mettre. Non, je ne connais pas, il faudra que je jette un œil, je sais pas ce que c'est, je vais copier le lien, je vais le mettre dans le chat, parce que ça peut intéresser du monde peut-être. Non, je connais pas, j'irai regarder. Bon, on peut regarder même ensemble si vous voulez en fait, hein. Lien. Regarde, donc qu'est-ce que c'est que ce truc qui un ennemi, magnifique. Ça, je sais pas ce que ça apporte par rapport à KiCad. Bon, faudrait que je regarde, parce que là, je vois pas tout de suite ce que ça apporte, mais je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil pour dire ce que j'en pense. Ça se trouve, ça peut apporter pas mal de choses. Donc, je jetterai un œil. En tout cas, merci pour le lien. Parce que là, tout de suite, je comprends pas comme ça, mais faut que je regarde. Du coup, voilà, on a ça, on a le truc complet. Donc, ce que je vous montrerai, si on continue sur cette voie-là, il s'intéresse du monde, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est déjà comment on crée une pièce, quelle est la... D'accord, ça automatise la partie export, ça peut être sympa, ouais, effectivement. Parce que c'est peut-être le truc le plus long en fait à chaque fois d'exporter et tout ça. Et côté FreeCAD, ça peut scripter toute la partie transformation. Je le ferai peut-être s'il le fait pas ce truc-là, sinon j'utiliserai ça. Du coup, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai comment créer une pièce. Ce sera vraiment une première initiation à FreeCAD, parce que je vous donnerai la philosophie, comment fonctionne FreeCAD. Je pense que je vous montrerai les workbench que j'utilise le plus, donc celui-là je vous ai montré vraiment celui que j'utilise le plus. Mais je vous montrerai aussi les workbench pour faire des vis, pour faire ce genre de choses. Ah oui, alors je vous ai dit aussi que je vous montrais ce que ça donne en vrai ce projet, pour voir à quel point on n'est pas si loin que ça, et encore. C'est aussi parce que j'avais pas fait ce travail-là en amont sur ce projet-là, parce que je maîtrisais pas encore FreeCAD assez pour ça. Et en fait c'est vraiment le fait de l'avoir utilisé au travail qui m'a beaucoup aidé à le maîtriser. Du coup, je switch donc avec... Alors je sais pas si le son va bien marcher. Mon assistant à côté va me le dire, normalement. Si on entend bien le son maintenant qu'il y a la caméra. C'est bon? Ok, nickel. Donc vous voyez, donc voilà, alors ça c'est le projet. Alors il est en cours de debug, hein. Moi je suis un peu cracra quand je débug. Et vous voyez, là on a donc la boîte, hein, vous connaissez le boîtier Hammond.
qui est là, avec effectivement la carte glissée dedans, hein, et on voit qu'elle est là. Alors j'ai pas encore la carte PLL, mais on voit que la carte est bien dedans. Je vous disais, j'ai modifié la partie haute là qui se glisse, qui s'enlève pour percer des ventilateurs. Alors j'ai fait ça dans la cave, je peux vous dire que ça a dû faire chier des voisins, parce que ça vibrait comme pas possible. J'irai faire ça chez papa maman. Et voilà, alors là c'est crado, hein, mais c'est normal, j'ai prévu d'usiner des vraies faces en alu pour les connecteurs et pour l'autre côté, les sorties et les entrées, mais voilà. Voilà ce que ça donne par rapport à la réalité, vous voyez, quand on cale, on est vraiment au bord. C'est plutôt pas mal, hein, franchement, c'est un outil carrément correct pour faire de l'intégration. Donc voilà, c'est c'est ce que je voulais vous montrer pour ce soir. Alors honnêtement, je m'impressionne parce que j'ai réussi à faire ça en un peu moins d'une heure, 52 minutes. C'est que ça évolue bien. Et c'est que je commence à avoir une idée de ce qui rentre en une heure ou pas. Alors pourquoi une heure? On m'a demandé et on m'a dit que je pourrais faire plus. Alors moi physiquement je pourrais. Euh, le problème c'est que comme on est en stream, j'ai pas de feedback tout de suite. C'est-à-dire j'ai pas votre retour instantané, je sens pas les choses puisque je vous vois pas. Et je pense qu'une heure c'est la bonne durée pour être sûr que les gens se fatiguent pas trop, que la somme de ce que je dis est utile. Et c'est assez fragmenté pour que s'il y a quelque chose à me demander, entre deux sessions, vous ayez le temps de me faire un retour, que je puisse revenir ou non sur quelque chose. À ce sujet-là, j'avais promis de faire une réponse à deux radioamateurs qui m'ont fait des demandes. Alors, la première, c'est pour parler du via stitching. Je vais en parler dans la prochaine session KiCad. Je vais en parler parce que je trouve que ça ira bien avec tout ce qui est règles de routage, tout ça, petites astuces. J'avais oublié d'en parler l'autre fois, mais en même temps, on avait tellement débordé l'autre fois que je voulais pas trop continuer. Maintenant c'est acté que les streams seront le vendredi, à moins qu'il y ait vraiment un gros changement. Moi ça me va bien, j'ai compris que ça allait bien tout le monde, on va rester sur ce rythme-là. Pour le moment je maintiens un stream toutes les semaines. Alors, je vous rappelle donc que c'est le vendredi 11. C'est ça, c'est le vendredi 11. Pour le moment on part sur l'idée qu'il n'y aura pas de stream parce que Expo le lendemain et que on sera donc avec F4 HDA comme il a dit, F1 HSU et toute la bande qui se déplace habituellement sur Expo, CJ, tout ça, plus maintenant plus de monde du lab. On sera là-bas pour tenir le stand et organiser le hackathon. J'amènerai mon proto de VNA même s'il n'est pas fonctionnel, juste parce que c'est intéressant et que c'est souvent mon sujet de discussion. Donc il n'y aura pas de stream le vendredi, sauf si peut-être qu'avec F4 HDA quelques autres. On fera peut-être un petit stream pour montrer install les locaux, tout ça. Ça peut être sympa, mais il faut voir déjà si on a le temps et puis si on a le matériel qui est déployé, tout ça. Donc je promets rien. Si c'est le cas, ce sera du bonus. N'hésitez pas à passer si vous êtes sur le Mans ou même plus loin. Peut-être même moyen d'avoir des covoits ou des trucs comme ça. C'est une ambiance assez sympa. En plus, il y a quelques confs pas mal chaque année. Bon, là, je connais pas le programme des confs, mais il doit être dispo, je suppose. Bref, il y a ça comme information. Donc il y a aussi l'information que j'ai besoin de vos retours sur ce que vous attendez comme programme. Moi là je pense que je suis parti sur un bon trend. On a fait FreeCAD. Soit la prochaine on continue un peu sur FreeCAD parce que les gens veulent plus de bases de FreeCAD. Soit on retourne un peu sur la RF. J'oublie pas ce que j'ai promis à Franck, qui est pas là ce soir mais qui est un régulier. On va faire un stream un soir sur son problème de carte avec un ampli. Ce que j'ai derrière la tête après cette introduction à la simulation, c'est de faire en live avec vous le A à Z, de faire un petit ampli en prenant le modèle, en faisant le modèle de simulation sous Cux, et après en allant sur FreeCAD, en traçant sur FreeCAD. Et alors, F4 HDI va être content, mais je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'étape d'après, qui serait assez sympa, ce serait d'aller au lab et de faire peut-être un live. Alors il faudrait voir comment on pourrait mettre ça en place. Ce serait pas un live live, ce serait un live par segment, c'est-à-dire que j'aurais préparé en amont un live du process, chambre noire, faire le PCB, avoir l'ampli, amener l'ampli dans notre labo RF, faire les mesures. En plus, il pourrait y avoir HDA en live sur le stream et tout aussi, ça peut être sympa. Bon, ça demandera un peu de travail pour mettre en place, mais je pense qu'on va le faire. Ce serait cool.
Pareil, je relance un appel. Si vous avez des compétences dans un domaine, que vous voulez streamer, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais bien lancer un petit truc. J'ai pris un nom de domaine. Ça peut être sympa de regrouper les vidéos de streamers comme ça sur ces sujets-là. Challenge accepted. Eh ben écoute, on dit deal, donc c'est que ça va se faire. Maintenant, reste les modalités de quand. On fera peut-être aussi, du coup, on fera peut-être aussi le décapage des transistors en live. Ça peut être sympa. Du coup, on va toucher pas mal de monde. Bref, voilà, plein de choses. C'est cool. N'hésitez pas à passer à Electrolab, n'hésitez pas à passer à Mexpo. N'hésitez pas à me poser les questions, j'y réponds à la session prochaine. Puis je vais vous souhaiter un bon week-end. Bonne soirée. Je dis à demain à ceux qui seront à l'Electrolab. Et des bisous poilus barbus. A plus.